impressionnante est que c'est pour la première fois dans l'histoire du monde arabe, les révolutions sont faites par la base, par le peuple lui-même, et non pas par des élites sociales ou militaires, comme on a pu le voir tout au long du XXe siècle. Je pense particulièrement à la grande révolution arabe de 1916 du Calife Hossein, qui a été continuée par son fils en 1918 à Damas, et qui est dans l'imaginaire arabe la grande révolution arabe, et qu'on a d'ailleurs beaucoup cité aux premiers mois de la révolution. Et je disais donc que la tâche est aussi délicate, d'abord parce que justement nous sommes dans l'histoire en gestation, dans l'histoire en cours, dans l'histoire en devenir, et il est toujours très délicat de parler de ce qu'on appelle l'histoire immédiate. L'Université de Toulouse d'ailleurs, enfin de Toulouse 2, le Mirail, a un centre de recherche sur l'histoire immédiate qui a des travaux très sérieux sur la question aussi des révolutions arabes en cours. Parce que justement, ce qu'il faut, c'est s'éloigner des analyses hâtives, des scoops, du sensationnel qui parfois peuvent nous faire entrer dans des lectures très, très égocentriques aussi. Une minorité alawite chiite au pouvoir. Au Bahreïn, c'est la même chose. Et là, c'était par contre une majorité chiite soutenue par l'Iran qui se rebelle contre la minorité sunnite au pouvoir soutenue par l'Arabie Saoudite. Et cette contestation populaire qui a fini par demander le renversement du roi, Hamad bin Khalifa, a entraîné l'intervention de la force occupée du désert d'Arabie Saoudite et a été aussi étouffée dans l'œuf finalement. Donc, on voit que ces révoltes, si elles n'ont pas réussi, comme peut-être ont pu réussir les révolutions égyptiennes et tunisiennes, c'est parce que, d'abord, il y a des causes, si vous voulez, structurelles, qui sont liées aux dimensions ethniques et confessionnelles, mais aussi à une expérience de la révolution qu'ont pu acquérir les pouvoirs. Et justement, aujourd'hui, le bilan des révolutions est mitigé, puisque le régime de Kadhafi a été le troisième régime à tomber, après l'intervention de l'OTAN, qui a eu son bilan de mort. La situation n'est pas rose, puisque le chaos règne dans le pays, puisqu'il y a encore un très grand nombre de miliciens armés, et puisque le pays peut être encore au bord de la guerre civile, tant les divisions aussi ethniques, et tant maintenant la présence des islamistes au pouvoir peut envenimer la situation. Oui. On n'en remet pas alors, d'accord. Au Yémen, donc le régime de Kadhafi a été rapidement suivi par le régime yéménite, qui est tombé aussi, mais en même temps, Ben Ali, Ali Abdallah Saleh s'est quand même ménagé une sortie très honorable, puisque après moult de tergiversations, c'est finalement que le 30 janvier qu'il est parti aux États-Unis pour se faire soigner, et sans avoir pris le soin de faire voter une loi qui lui garantit l'immunité, et puis après avoir placé son vice-président finalement à sa suite, puisqu'il était le seul candidat à l'élection présidentielle en février. Mais donc, tout ceci pour dire que le bilan, finalement, on peut dire que le bilan de ces révolutions violentes et controversées est très mitigé. Assad se maintient au pouvoir après plus d'un an et demi de contestation populaire, près de 14 000 morts. Aujourd'hui, ce n'est plus une révolution, c'est une guerre civile entre l'armée d'un côté et l'armée libre syrienne de l'autre, donc des révolutionnaires qui sont largement armés, soutenus par des puissances régionales. Et bon, la seule solution, la seule sortie en Syrie pourrait être entre les mains de la Russie, puisque avant-hier on entendait Poutine déclarer que le maintien au pouvoir de Bachar el-Assad pourrait ne pas être une entrave au dialogue pour la sortie de crise ou de l'impasse syrienne. Est-ce que ça voudra dire que Assad est prêt d'être lâché par son allié russe et que donc ses jours seraient comptés? À voir, on est justement dans l'histoire en gestation. Et je pense que je vais revenir sur le cas de l'Égypte, parce que je pense que l'après-révolution en Égypte est un très bon exemple de ce bilan mitigé, puisque après la grande révolution
égyptienne, l'Égypte fait toujours l'actualité, au-delà de la symbolique de l'Égypte dans l'imaginaire arabe, parce qu'elle est dans un processus électoral qui dure depuis 6 mois, 3 mois à peu près d'élections législatives, qui ont amené les islamistes, donc les frères musulmans d'un côté, mais aussi les salafistes largement victorieux de ce scrutin, près de 70% des voix, 47% pour les frères musulmans, à peu près 24% pour les salafistes en deuxième position. 46 et 24. Aux législatives, 47 et 24. 60. Oui, 60%, et si on ajoute les autres petits partis, on arrive en tout à 70% à peu près. Et donc, là, on est en pleine élection présidentielle. Le premier tour a finalement fait réussir contre toute, attente ou pas, le candidat de l'ancien régime, Ahmad Shafik d'un côté, et puis le candidat des frères musulmans, qui d'abord avait dit qu'il ne présenterait pas de candidat à l'élection présidentielle, donc à Al-Morsi. Et finalement, on se rend compte qu'après une révolution, on se retrouve entre un dilemme, encore une fois, entre l'ancien régime et sa dictature et les islamistes. Mais si on connaît l'histoire contemporaine de l'Égypte, et si on connaît ses structures anthropologiques et sociétales en général, ça n'a rien de surprenant. Puisque finalement, et là je renvoie à une grille d'analyse qui me semble assez intéressante qu'a faite Mathieu Guider dans Le choc des révolutions arabes, où finalement on peut ramener les forces agissantes, comme il les appelle, dans tous les pays arabes, au-delà de leur spécificité socio-culturelle à chacune, à 3. L'armée, la mosquée, au sens large du terme, comme lieu de rencontre des gens, et la tribu. Et si on regarde la structure, ou en tout cas la réalité de chaque pays arabe, on se rend compte que dans chacun des pays arabes, on a au moins 2 de ces forces qui interagissent entre elles, en sachant que toutes les combinaisons sont possibles. Et en Égypte, effectivement, ça se joue entre l'armée et les islamistes. L'armée est la colonne vertébrale du pouvoir égyptien depuis à peu près 60 ans. Tous les présidents égyptiens ont été issus de l'armée, de Neguib, Nasser, Sadat, Moubarak, et peut-être bientôt Ahmed Shafik. D'un côté, et puis elle est aujourd'hui aussi une force économique, avec le pouvoir économique qu'ont acquis les officiers de l'armée à travers les entreprises qu'ils ont achetées, tous les investissements qu'ils ont pu faire dans le pays, tous leurs liens avec des multinationales américaines, etc. Donc ils sont aujourd'hui une force incontestable, militaire et économique dans le pays. De l'autre, les frères musulmans, on ne peut absolument pas dire qu'ils soient des nouveaux venus sur la scène égyptienne, puisque finalement l'islamisme contemporain naît en Égypte avec la réforme islamique du XIXe siècle, et donc surtout plus tard avec la création du mouvement des frères musulmans en Égypte même, par Hassan el-Banna. Et même si ils ont dû donc se réfugier dans la clandestinité à partir des années 50, sous Sadat également, ils sont restés très présents sur le terrain, très investis sur le terrain à travers leur action religieuse. Et aujourd'hui, ils prônent un discours qui a pignon sur rue. Ils prônent la gouvernance, ils prônent la gouvernance morale, ils prônent la redistribution des richesses, etc. Et puis, ils ont montré, en Égypte comme ailleurs, qu'ils ont très bien su jouer le jeu de la démocratie, puisqu'à partir de la fin des années 80, et donc surtout dans les années 90, avec une jeunesse formée en Occident et formée à l'occidental, les frères musulmans adoptent le discours démocratique puisqu'ils savent qu'il est à leur avantage. Dans les années 90, par exemple, ils publient 3 manifestes. L'un sur les femmes, le premier sur la démocratie, le deuxième sur les femmes et le troisième sur les minorités, notamment les Coptes d'Égypte, dans lesquels ils assoient leur nouvelle conception du pouvoir, donc à travers cette jeunesse occidentalisée qui reste ancrée dans les idées des frères musulmans. Bien sûr, leur discours reste un discours islamiste rigoriste, mais en tout cas qui est très bien imprégné du discours démocratique actuel. Et donc, le paradoxe, c'est que finalement, les révolutions ont été menées par des jeunes de manière spontanée, qui sont descendus dans les rues, mais finalement, comme dit Napoléon, dans les révolutions, il y a 2 sortes de gens. Il y a ceux qui les font et ceux qui en profitent.
et l'après-révolution en Égypte est sans aucun doute, sans nul doute, un après islamiste. Donc après le Conseil du peuple, le Conseil de la Choura, aujourd'hui les élections présidentielles, qui donc risquent d'être emportées par le candidat des frères musulmans. Et si vous voulez, même si aujourd'hui il y a, puisqu'on est dans l'histoire immédiate, il y a de quoi se demander, est-ce que le pouvoir sera pour la décennie ou les décennies à venir en Égypte entièrement dominé par les islamistes au niveau législatif, exécutif et exécutif, en sachant qu'il y a d'autres forces islamiques en Égypte qui demandent aussi leur part du pouvoir. Je pense à l'institution d'Al-Azhar, je pense même aux soufis en Égypte, en sachant que finalement les salafistes sont devenus en deuxième position. Et dans certaines régions même, ils sont devenus en première position parce qu'ils ont su capitaler sur les structures tribales de ces pays-là. Mais je dirais, pour ne pas finir sur une note totalement négative, parce que nous ne savons pas réellement de quoi l'avenir sera fait, je dirais, et pour faire le lien aussi avec le thème de la conférence, les révolutions arabes un an après, quel impact sur le monde et l'Europe, que, à mon sens, le principal acquis de ces révolutions est le changement de perception profond qu'elles ont entraîné du monde arabe. Ce changement profond touche, à mon sens, trois éléments. Il touche les acteurs des révolutions eux-mêmes, les événements et le contexte politique plus large. Les acteurs, parce que je pense que le mérite principal de ces révolutions aurait été d'abord de démentir la théorie de l'exception arabe, qu'on a pu beaucoup entendre dans les dernières 20 ou 30 années, surtout après la chute de l'Union soviétique. Donc, ça a permis de démentir la théorie selon laquelle le monde arabe ne serait pas, comme d'autres aires linguistiques et régionales et culturelles du monde, épris de liberté et de démocratie, puisque finalement ces jeunes de la Révolution ont prouvé qu'ils étaient autant épris de liberté et de dignité, qui étaient deux slogans clés de la Révolution que les autres. Un changement de perception de la jeunesse arabe, des jeunes de la Révolution, puisque donc finalement ils sont devenus un peu les icônes et les symboles de cette révolution dans le monde arabe, certes, et là je pourrais peut-être dire un mot des femmes dont je n'ai pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant, des jeunes femmes qui n'ont même pas la trentaine, comme Lina Bengheni, la tunisienne blogueuse qui a publié un livre il y a quelques mois, ou comme Esma Mahfouz, l'égyptienne, dont on dit qu'elle est peut-être, enfin en tout cas, qu'elle serait à l'origine de l'appel à la révolution massive du 25 janvier à travers les blogs qu'elle a écrits ou pas. Il est évident que le mouvement est beaucoup plus complexe de cela, mais n'empêche que dans la perception arabe et dans la perception occidentale plus largement, ces filles-là sont des icônes de la révolution. Elles ont d'ailleurs toutes les deux été pressenties pour le prix Nobel de la paix. Je signale en passant qu'Asma Mahfouz est une jeune fille conservatrice voilée. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ces femmes qui ont joué un très grand rôle sur les réseaux sociaux le font parce qu'elles ne sortent pas beaucoup et parce qu'elles sont rarement sur la place publique. Donc leur présence à la maison a permis qu'elles puissent être un moteur, en tout cas de participation aux révolutions. Quand je parle de perception aussi, de changement de perception aussi de la femme arabe, puisque finalement elle était présente sur les places, dans les rues, qu'elle soit voilée ou non, parfois souvent en niqab, mais elle était présente sur la place dans des pays même où on ne l'attendait pas, comme au Yémen par exemple, qui reste le pays le plus conservateur et le plus pauvre du monde arabe. On ne l'a pas vue dans des pays où on s'attendait à la voir, comme la Syrie, qui a toujours été connue pour être un pays laïque et progressiste, de par l'idéologie raciste en tout cas qui domine dans ce pays-là. Et justement, lorsque je signale que par exemple Esma Mahfouz est une jeune fille voilée, l'une des grandes icônes femmes et jeunes de la Révolution est Tawakkol Karman, cette jeune femme yéménite qui a reçu le prix Nobel de la paix en ex-aequo avec deux femmes africaines. Tawakkol Karman, soit dit en passant, est une jeune femme qui est une militante du Parti de la Réforme, Al-Islah, qui est le parti des frères musulmans au Yémen, mais on lui a décerné le prix Nobel de la paix, ce qui
montre aussi un changement de perception des islamistes eux-mêmes, pour le bien ou pour le pire. Ce danger d'hier, contre lequel les dictatures d'hier étaient des remparts, sont aujourd'hui l'alternative démocratique dans la perception, encore une fois, populaire. Je m'inscris toujours dans l'histoire perceptive, sont aujourd'hui un rempart contre le danger d'aujourd'hui, c'est-à-dire les reliquats des anciens régimes. Et il y a d'ailleurs ce terme d'islamisme modéré qui a été forgé. On pourrait se demander qu'est-ce que c'est qu'être un islamiste modéré, mais n'empêche que ce terme est aujourd'hui utilisé très couramment, et ça montre encore une fois un changement de perception de la chose. Et donc, finalement, pour finir, le changement de perception ne touche pas seulement les acteurs, mais aussi les événements, dans le sens où aujourd'hui, tout événement qui se passe dans le monde arabe, d'une nouvelle immolation par le feu, à une manifestation, à des élections, occupe le devant de la scène médiatique en France et dans le monde entier. D'abord, ces jeunes dont je parlais tout à l'heure ne sont pas seulement des icônes dans le monde arabe, mais au-delà, puisque des indignés de la Puerta del Sol à Madrid, à Zuccotti Park à New York, et aujourd'hui à Montréal, où le slogan est « du printemps arabe au printemps érable », ces jeunes-là sont des icônes de la Révolution. Mais donc, juste pour vous donner un indicateur de ce changement de perception qui ramène le monde arabe sur la scène médiatique, lorsque Mohamed Ben Azizi s'est immolé par le feu en Tunisie le 17 décembre, il a fallu attendre 11 jours, le 28 décembre, pour qu'il y ait une première information sur ce qui se passe ou s'est passé en Tunisie, dans le journal principal de la France, Le Monde. Et cette information était sous la forme d'une dépêche. Et les informations de Tunisie ont continué à être publiées sous forme de petites dépêches d'informations, de faits divers, jusqu'au 7 janvier. Ce n'est que le 7 janvier, donc une semaine avant la chute de Ben Ali, quand le mouvement avait pris toute l'ampleur qu'il pouvait prendre, que la révolution tunisienne fait la une du Monde. Très vite, lorsque la révolution égyptienne éclate le 18 janvier, la révolution égyptienne fait la une du Monde le 19 janvier, le lendemain. Et depuis, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un jour sans que, dans le Monde, pour reprendre mon même exemple, il y a un article au moins sur le monde arabe, que ce soit sur les événements de l'actualité, des élections, des répressions, des petites manifestations, ou en tout cas des analyses de ce printemps arabe ou de ses répercussions ailleurs. Donc, à voir maintenant ce que ces changements de perception peuvent avoir comme répercussion, par exemple sur le contexte, notamment sur le contexte méditerranéen et le partenariat euro-méditerranéen. Est-ce que les pays arabes qui sont maintenant, et les gouvernements arabes plus particulièrement, qui sont élus démocratiquement, quelle que soit leur couleur, vont être considérés comme de vrais partenaires, y compris donc les gouvernements des frères musulmans, puisqu'aujourd'hui ils sont considérés comme des forces en présence, et encore une fois au niveau de la perception, un moindre mal contre les dictatures d'hier, un moindre mal contre le chaos et l'anarchie qui guettent dans tous ces pays-là, y compris en Tunisie et en Égypte. Nous sommes dans l'interprétation de l'histoire immédiate, donc l'avenir le dira. Voilà. Merci pour votre attention.